Suivez-moi au cœur de la capitale belge où nous avons eu l'occasion de rencontrer Evan qui réalisait une exposition sur le thème du féminicide. Comment tu vas? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est? Oui, alors on est dans la maison communale des Verts, dans la salle de là-haut plus spécifiquement, pour découvrir mon exposition, celle que j'ai conçue et réalisée sur les féminicides et les entourages de victimes de féminicide. Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire une exposition pour parler du féminicide en Belgique? Il y a deux raisons principales. Première raison, c'est que je suis féministe et engagée dans la cause depuis un petit moment déjà. Et ensuite, depuis septembre 2022, j'ai moi-même vécu un féminicide en tant que proche, puisque mon papa a été tué dans un féminicide en tant que victime collatérale. Et donc j'ai rencontré toute une série d'obstacles qui sont un petit peu spécifiques à cette mort-là et à ce deuil particulier. Et donc en ayant rencontré un peu tous ces obstacles économiques, psychologiques, physiques, politiques et médiatiques, je me suis dit c'est intéressant quand même d'en parler à plus haut niveau. Pas que mon histoire, mais aussi l'histoire des autres personnes qui vivent ça, puisqu'on est nombreux en Belgique. Je me suis concentrée en fait sur les proches qui restent. Donc ce sont des sœurs, des mères, des amis. Il faut savoir que le processus de féminicide, généralement, c'est assez déshumanisant dans la mesure où on rentre dans un cadre un peu juridique, judiciaire, avec une enquête, prise en charge par la police, etc. Et donc on est assez vite dépossédé de sa propre histoire en tant que proche. Et là, ma démarche, c'était vraiment de redonner le mot aux personnes finalement qui sont directement touchées, qui vont pouvoir expliquer dans l'ordre qu'elles veulent l'impact que ça a eu dans leur vie. Et donc parler peut-être de l'aspect plus psychologique, de l'aspect plus social, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans leur vie sociale avec leurs amis, etc. Et je voulais que ces personnes puissent être écoutées et parler avec leur langage. Et tu as pris combien de temps pour mettre en place cette exposition, pour recueillir les témoignages? Et est-ce que ça a été facile pour les familles de parler, de se livrer sur le féminicide? Alors moi j'ai commencé quasi directement après le décès de mon papa à travailler dessus parce que dans notre cas spécifique, aux enfants des victimes, on n'a pas droit à un procès puisque l'auteur s'est suicidé. Et donc on ne pouvait pas obtenir réparation auprès d'un tribunal. Et donc il fallait trouver d'autres moyens de faire sens. Et moi mon moyen de faire sens ça a été de créer une expo plus collective. Et donc ça fait 2 ans que je travaille dessus. J'ai fait appel à des associations qui travaillent avec des personnes victimes de violences conjugales pour trouver les témoignages. Et alors en fait je me suis rendu compte que les familles elles étaient plutôt contentes d'en parler. Parce qu'elles se sentent assez isolées. Et puis j'ai vraiment essayé de faire ça dans un processus où je les laissais parler, je les laissais souveraines des mots qu'elles utilisaient et des choses qu'elles abordaient. Et du coup, c'est aussi une manière de casser l'isolement qui est lié à ce deuil particulier. En Belgique, le féminicide n'est pas catégorisé dans le code pénal. Et donc, en tant que famille, comment les familles le vivent? Comment vous l'avez vécu? Même si, bon, vous n'avez pas pu avoir de procès, mais comment on fait son deuil si la justice n'est pas, n'est pas de votre côté, entre guillemets, puisque ce n'est pas vraiment catégorisé? Alors, je vais faire un petit pas en arrière parce que au niveau international, le féminicide c'est défini comme le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Donc, où le mobile finalement c'est sa place dans la société, sa place dans le couple et son genre finalement. Et donc, on n'a pas d'inscription dans le code pénal spécifique. Par contre, il y a une loi qui date de 2023, qui a été mise en place en Belgique, qui permet finalement de distinguer quand même ce type de décès, de meurtre ou d'assassinat. Et donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est que l'État ne comptabilise pas les féminicides officiellement. Donc en fait, ce sont les associations autour de la thématique qui comptabilisent sur base de ce qu'on dit dans les médias. Mais comme les médias n'en parlent pas correctement et en des termes justes,
c'est très compliqué. Donc finalement, voilà, on est à 23 ou 25 féminicides par an qui sont identifiés. Ça, c'est ceux qui sont remarqués. Il y en a plein d'autres derrière qui ne sont jamais remarqués, et plus spécifiquement des personnes qui n'ont pas nécessairement la nationalité belge. Mais ici, je vois qu'il y a plein de chaussures rouges autour de nous et on a pu en avoir dans plusieurs communes belges. C'est toi qui es à l'initiative? Et pourquoi des chaussures rouges? Alors, le symbole des chaussures rouges, d'abord, il représente nommément des victimes de féminicide en Belgique depuis qu'on les comptabilise en 2017. Donc le but, c'est de pouvoir un peu visualiser ce que ça représente en termes de volume, en termes de nombre. Aujourd'hui, en Belgique, depuis 2017, on en a comptabilisé 232. Donc ça fait un sacré volume, on voit qu'il y en a beaucoup. Alors, je suis pas personnellement à l'initiative, j'ai copié, ou en tout cas on m'a transmis ce symbole qui rentrait bien en complémentarité avec l'expo. Ça vient initialement du Mexique, où en fait on peint des chaussures rouges pour aussi visibiliser le nombre de victimes. Plus spécifiquement, j'aimerais dire là-dessus que en fait les victimes qui sont représentées par le symbole des chaussures rouges, ce sont uniquement les femmes. Donc par exemple, mon papa n'entre pas dans cette comptabilisation. Et pas non plus les petits garçons qui ont été tués éventuellement avec leur maman, puisque ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, des mamans qui sont tuées par un homme et qui sont tuées avec leurs enfants. Alors le but, il est simple, c'est juste que la cible numéro 1, c'est la maman, c'est la femme. Et les autres victimes sont généralement ce qu'on appelle des victimes collatérales, tuées avec la cible initiale. Comment est-ce qu'on guérit du féminicide quand on l'a vécu? Comment on fait pour en guérir, pour s'en sortir, pour recommencer la vie? Comment on fait? En fait, c'est un peu ce que je veux montrer dans cette expo, c'est que c'est pas le système judiciaire qui va guérir. Ça, c'est qu'une étape. L'enquête de police, l'éventuel procès, l'éventuelle sanction pour un auteur, ça, c'est vraiment une petite étape. Et en fait, la société survalorise cette étape-là, comme si ça allait nous soulager et guérir tous nos maux. Mais en fait, le système judiciaire belge, il est très punitif. On cherche à punir un auteur plutôt que soigner des victimes, ou soigner un auteur, hein, d'ailleurs, je ne suis pas contre non plus. Et en fait, ici, je veux montrer que c'est vraiment multidimensionnel, qu'on va pouvoir guérir les victimes à travers le soin qu'on peut leur fournir dans l'entourage. Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce que les gens vous traitent correctement, mettent les bons mots sur ce qui vous est arrivé, écoutent votre parole, etc. Au niveau médiatique, si les médias traitent le sujet correctement, en parlant avec les mots corrects, en ne montrant pas le lieu où ça a eu lieu, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de montrer la maison où ça s'est passé, de visualiser l'adresse, de montrer les photos, de donner les noms complets. Tout ça, c'est inintéressant. Il y a des répercussions négatives quand... Tout à fait. Des phénomènes de voyeurisme, aussi de mécompréhension, notamment, si je veux être spécifique dans mon cas, il y a un tueur et une femme victime, un homme victime. Et en fait, on mettait les 3 photos alignées les unes à côté des autres en ne disant pas qui était l'auteur et qui était l'homme victime. Et du coup, ça porte à confusion, on ne sait pas qui est qui. On a mis aussi l'adresse où ça a eu lieu. Ça, c'est des choses qui sont, selon moi, inadmissibles. Et donc, nous, on a appelé des agences de presse pour leur dire de supprimer ça, etc., 2 jours après avoir appris les événements. Donc voilà, ça alourdit le processus. Il y a plein d'aspects économiques aussi qui font que tu peux potentiellement hériter de dettes, tu peux potentiellement hériter d'une maison qu'il faut vider, d'enfants à prendre en charge. À tout âge, hein, j'ai des témoignages de grands-parents qui ont 70 ans aujourd'hui et qui ont adopté, en tout cas pris en charge les 2 enfants en bas âge de leur fille qui a été tuée dans un féminicide. Donc c'est tous des éléments qui finalement sont vraiment des défis énormes à relever. Et en fait, tout ça, la reconnaissance de tout ça va contribuer
à la réparation. Tu es l'autrice de cette belle exposition, mais également photographe. Comment tu fais pour raconter l'histoire à travers la photo? C'était une évidence pour moi que pour visibiliser une thématique aussi abstraite pour la plupart, le commun des mortels, j'ai envie de dire, eh bien, recourir au récit assorti de l'image, ça avait son importance. Alors ici, moi, dans ce genre de travail, je ne recherche pas l'esthétique pure. Je fais ce qu'on appelle de la photographie documentaire. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre ce que racontent les images, l'accord des parties prenantes et éventuellement ce que moi je peux en dire, ce que je peux faire comme lien par rapport au vécu des personnes. Donc c'est vraiment presque un travail journalistique que j'ai fait puisque j'étais avec mon calepin en train de prendre des notes et en même temps mon appareil photo pour pouvoir finalement archiver différents événements, différentes choses que les personnes me montraient. Et voilà, petit à petit, tu te retrouves avec 25, 30, 35 photos. Et parmi celles-là, j'ai essayé de choisir des photos qui racontent une histoire ou qui aussi interpellent sur un sujet. Donc par exemple, il y a une famille qui m'a parlé d'une stèle à la mémoire des victimes de féminicide qui est installée, il y en a plusieurs, mais celle-là est installée spécifiquement à Carnier. Et leur fille est la première sur cette stèle. Et il me disait, voilà, nous, ça nous fait du bien de savoir que notre fille n'est pas oubliée, elle est posée dans le marbre quelque part. Et donc, je suis allée visiter cette stèle et j'en ai pris une photo. Et en fait, le feedback que j'ai des visiteurs, c'est qu'en fait, c'est interpellant de voir tous les noms les uns après les autres, les âges qui sont très différents, les lieux qui sont très différents. Et en fait, il faut le voir pour capter. Et donc, on aborde vraiment plusieurs dimensions. La dimension sociale, comment est-ce que les gens te voient, qu'est-ce que ça a eu un impact sur tes amitiés, etc. La dimension médiatique, comment on en parle, qu'est-ce que ça fait de ne pas mettre les bons mots. La dimension plutôt psychologique, il y a aussi évidemment des impacts sur le physique, la santé physique. Moi, à titre personnel, à cause du stress et du syndrome post-traumatique, j'ai eu énormément d'insomnie pendant des mois. Je savais pas dormir la lumière éteinte. J'ai eu des gonflements au niveau du visage à cause d'urticaire sous-cutané. Il y a des personnes qui parlent de chute de cheveux, etc. Donc ça, c'est vraiment des symptômes physiques qui sont très peu abordés dans le débat. Et puis tout ce qui est évidemment impact économique. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un avocat? Qu'est-ce que ça coûte de faire des enquêtes, etc. Et puis évidemment, finalement, le volet juridique et judiciaire qui parfois est vecteur de violence institutionnelle aussi, puisqu'on te traite parfois comme un numéro ou comme un étranger à ton propre vécu, à ton propre dossier. Et la plupart des personnes qui témoignent ici et qui ont donc perdu une sœur, une mère, une fille, elles expliquent que de base, il y avait des violences au préalable. Pas toujours, mais il y avait des violences au préalable. Et ça, moi, j'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs formes de violence. On ne parle pas nécessairement de femmes battues, on ne parle pas nécessairement de violences physiques. On parle aussi de violences économiques, de violences psychologiques, de violences sociales, le fait de t'isoler de ta famille, de tes amis. Et donc, il y avait des signes prémonitoires avec parfois des personnes qui ont interpellé les services de police. Mais soit c'est trop long, soit c'est pas pris assez au sérieux. Et parfois, c'est même trop tard. Voilà.